On peut avoir l'impression qu'une bonne gestion des déchets et un taux important de recyclage dépendent avant tout de l'adoption de bonnes pratiques de la part des individus. Quand ces gestes ne sont pas adoptés, quand on ne trie pas ses déchets ou qu'on les jette n'importe où, on va dire « ce n'est quand même pas la faute du gouvernement ou des industriels », mais de celles et ceux à l'origine de ces déviances. Le fait de jeter ces déchets n'importe où, ce que l'on appelle en langage juridique une décharge sauvage, est d'ailleurs fortement puni par la loi. Alors, les sanctions dépendent un petit peu de la taille et du type de déchets, mais dans les cas les plus graves, la contravention peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende et être assortie d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Il ne s'agit pas seulement de sanctions visant à protéger l'environnement, mais à s'assurer que chaque déchet soit bien à sa place. Ainsi, déposer un sac poubelle ordinaire dans un conteneur de déchets en verre peut exposer au paiement d'une amende de 35 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans tous ces exemples l'idée, développée déjà par l'anthropologue Mary Douglas dès les années 60, que le sale, c'est ce qui n'est pas à sa place. En effet, l'anthropologue Mary Douglas, dans un livre qui s'appelle Purity and Danger, le propre et le sale, développe l'idée que ce qui fait la saleté, ce n'est pas la matérialité, ce n'est pas le contenu d'un objet, c'est simplement le fait qu'il n'est pas à sa place. Un bon exemple pour comprendre ça, c'est l'exemple des chaussures. Si vous mettez des chaussures dans l'entrée, ou sur vos pieds tout simplement, elles ne sont pas sales. En revanche, si vous les mettez sur la table de la salle à manger, eh bien c'est ça qui crée le sale. De la même façon, il y aurait un bon déchet qui serait jeté dans le bon bac, et un mauvais déchet qui serait jeté n'importe où, et cela indépendamment de la matérialité, du contenu, de la toxicité de ce déchet. Le législateur a donc développé un arsenal juridique visant à contraindre les flux de déchets, ce qui se traduit au niveau individuel par l'interdiction des décharges sauvages ou le mauvais tri. A noter que l'absence simplement de tri n'est aujourd'hui pas pénalisée en France pour les ménages, mais elle l'est pour les entreprises, c'est l'article R632-1 du Code pénal. Jusque-là, on peut avoir l'impression de quelque chose de relativement classique. La loi encadre des comportements individuels et sanctionne ceux qui sont déviants par rapport à une norme établie. Mais ça n'est pas si simple. Pourquoi ? Pour au moins 3 raisons. La première est que même si tous les ménages, tous les Français, tous les Européens adoptaient des pratiques de tri parfaites, qu'il n'y ait aucune décharge sauvage et qu'on mette toujours le carton dans le bac jaune, on n'aurait absolument pas résolu le problème global des déchets dans le monde ou en Europe. Tout d'abord parce que les comportements que nous avons appelés déviants sont finalement assez minoritaires. La population des non-trieurs, c'est-à-dire les ménages qui déclarent ne jamais trier leurs déchets, est estimée entre 10 et 15% des ménages en France. Au-delà de l'absence d'efforts, il y a également des erreurs qui peuvent être importantes. On estime ainsi qu'environ un quart des tonnages de déchets recyclables sont contaminés, c'est-à-dire sont mêlés à des flux de déchets qui ne sont pas destinés au recyclage. Cette fois, ce n'est pas l'absence d'efforts ou le je m'en foutisme des ménages qui est à mettre en cause, mais un excès de zèle ou une incompréhension authentique favorisée par le fait que les consignes de tri ne sont pas homogènes sur le territoire et peuvent être amenées à évoluer. Si ce double phénomène, c'est-à-dire d'un côté ceux qui ne trient jamais, et de l'autre ceux qui trient trop et mal, est bien sûr regrettable, il n'empêche que les déchets concernés, qu'on appelle les DMA, les déchets ménagers et assimilés, ne représentent qu'une toute petite portion de la quantité globale de déchets générés, entre 5 et 10% en fonction des pays et des moments. La deuxième raison, c'est que la façon dont la collecte est organisée influence grandement les comportements de tri. En fait, on considère que c'est même le facteur le plus déterminant depuis une dizaine d'années. Comme on le voit ici, on peut identifier 3 grands moments dans les déterminants des pratiques individuelles face aux déchets et au tri sélectif. Le premier moment, qui correspond à peu près aux années 1990, ce qui compte le plus, c'est la mobilisation pro-environnementale dans la société. Donc ici, on a une étude de 2001, qui est une étude transnationale sur 15 pays européens, qui montre bien que le recyclage correspond à un comportement d'avant-garde. Le deuxième moment, ce sont à peu près les années 2000, ce qui compte le plus, le facteur le plus déterminant, c'est l'information et l'engagement du consommateur individuel. Donc ce n'est plus l'engagement d'une société, d'une ville éventuellement, d'une commune, d'une région, mais du consommateur individuel. Et puis il y a un troisième moment, les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, où le facteur le plus déterminant, le plus prédictif, c'est l'accès aux infrastructures de recyclage. C'est-à-dire concrètement, est-ce que la déchetterie, le container à verre, le compost, etc. sont proches, facilement accessibles du domicile des ménages. Un troisième facteur qui rend la situation encore plus compliquée, c'est le fait que la perception des infrastructures ou des mesures mises en œuvre joue également un rôle, parfois plus important que la réalité, la matérialité de l'infrastructure. C'est donc là encore un peu plus compliqué que simplement le fait de proposer des points de collecte fréquents, et je voudrais à ce propos vous citer une autre étude qui a montré que la perception de la distance au point de collecte était plus importante, c'est-à-dire plus prédictive du geste de tri, que la distance réelle. Je m'appuie donc là sur une étude
en Allemagne, publié en 2014, sur un peu plus de 300 ménages, qui montre que les ménages qui perçoivent le conteneur à verre, par exemple, comme étant plus lointain, même si en réalité il est plus proche, sont moins susceptibles de recycler leur verre. Cela a donc bien entendu des conséquences en termes d'aménagement urbain, et on voit parfois dans certaines communes des petits pas, par exemple, ou des flèches ou des pancartes qui indiquent la distance ou qui montrent l'itinéraire vers une infrastructure ou un conteneur à verre pour essayer un petit peu d'endiguer ce phénomène, ce biais perceptif. Les pratiques individuelles et les politiques publiques visant à les contraindre, à les orienter, apparaissent donc intimement imbriquées, et il est difficile de penser l'une sans penser l'autre. On pourrait bien sûr dire cela de tout un ensemble de pratiques, mais les déchets représentent un défi conceptuel supplémentaire. Je voudrais, pour exposer cela, m'appuyer sur le travail d'Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, grande économiste américaine, qui est également la première femme à qui a été décerné le prix Nobel d'économie en 2009. Alors, ce que nous propose Elinor Ostrom, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est une typologie des biens en fonction de deux critères, de deux facteurs. Est-ce qu'il s'agit de biens rivaux, donc rivalité versus non-rivalité, et est-ce qu'il s'agit de biens à exclusion possible, facile, ou à exclusion impossible, très difficile? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un bien rival, c'est un bien dont la quantité diminue plus il y a d'utilisateurs, de consommateurs. D'accord? Donc, eh bien, typiquement, si nous sommes 25 à manger un bol de riz, on voit bien qu'il y aura moins de riz pour tout le monde, on est donc bien sur un bien rival. En revanche, eh bien, l'air qu'on respire, on peut être 25 à respirer le même air, la quantité d'air ne diminue pas. Et alors avec cet exemple, vous vous dites peut-être, oui, enfin c'est quand même un petit peu compliqué, parce que l'air qu'on respire, on voit bien que ça n'est pas si simple, on voit bien qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des effets de congestion. Si on est 25 à respirer, il n'y a pas de problème, en revanche, s'il y a 25 millions de voitures dans une ville, là, on a un problème. On arrive ici sur un deuxième critère qui est important, exclusion possible, exclusion impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le bol de riz, c'est assez facile de dire, ça c'est mon bol de riz, il est à moi, c'est mon bien privé, et donc j'exclus d'autres utilisateurs de la jouissance de mon bol de riz. En revanche, l'air qu'on respire, c'est beaucoup plus compliqué d'exclure des gens, de leur dire non, tu ne peux pas respirer l'air. Une fois qu'on a bien compris ces deux facteurs, on arrive à une typologie avec 4 types de biens. Le bien privé, c'est un bien rival, et à exclusion possible. C'est concrètement tous les biens privés que vous possédez. Votre appartement, votre téléphone portable, votre repas, c'est un bien privé. Maintenant, quand on est sur des biens non rivaux à exclusion possible, c'est ce qu'on appelle les biens de club. Ce sont des biens qui sont forcément créés par la société. Ça ne peut pas être des biens naturels. Les biens de club, typiquement, ça va être un abonnement en ligne. Que vous soyez 3 ou 3 millions à avoir un abonnement en ligne, ça ne diminue pas la quantité qui est disponible. En revanche, s'il est facile, il est possible d'exclure des gens, puisqu'il va falloir un mot de passe, par exemple, pour accéder. Maintenant, je suis sur la deuxième colonne. Si nous avons des biens rivaux à exclusion impossible, ce sont ce qu'on appelle les biens communs, typiquement une nappe phréatique. Si tout le monde se sert dans la nappe phréatique, la quantité diminue, mais il est compliqué, difficile d'empêcher des gens d'avoir accès à cette nappe phréatique. Et puis j'arrive enfin à la quatrième catégorie, qui est sans doute la plus complexe, qui sont les biens publics, qui sont des biens non rivaux à exclusion impossible. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'air. On voit bien qu'il y a des effets de congestion possibles. Donc, encore une fois, quand on parle de rivalité ou de non-rivalité, ça n'est pas binaire, c'est plutôt un continuum. D'accord ? Il y a des biens qui sont totalement rivaux. Encore une fois, le bol de riz, si quelqu'un d'autre en mange, il y en aura moins pour vous. Déjà, le smartphone, vous pouvez prêter votre smartphone une demi-heure à quelqu'un. On voit bien que c'est un bien qui est un tout petit peu moins rival. D'accord ? Voilà. Petit quiz à la maison pour vérifier que ces notions sont bien comprises. Je vous propose de prendre 30 secondes face à votre ordinateur pour réfléchir et attribuer la bonne catégorie aux biens suivants. Un abonnement Netflix, un coucher de soleil, les ressources halieutiques, c'est-à-dire concrètement les poissons dans la mer, et une bicyclette. Si le déchet est considéré comme un bien privé, c'est-à-dire un bien rival à exclusion possible, alors il suffit de laisser faire le marché. La matérialité du déchet a une valeur, il doit donc y avoir des acheteurs prêts à valoriser ce déchet, et il n'y a pas de raison que les politiques publiques s'en mêlent. Ainsi, en France,
en Europe en général, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près, c'est le travail des ferrailleurs, des chiffonniers, des biffins, de récupérer et valoriser un grand nombre de déchets, sans y être forcés par la loi, sans que cela coûte de l'argent public, puisque c'est la valeur de la ressource qui paye leur service. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays du Sud, on retrouve ces travailleurs des déchets, souvent informels. On parle alors de waste pickers ou catadores au Brésil, par exemple, et souvent des tensions émergent entre ces activités traditionnelles et un secteur public qui tente de se mettre en place à partir d'une conception du déchet non plus comme rebut, mais comme ressource. En effet, si le déchet n'est plus considéré comme un bien privé, mais comme un mal public, c'est-à-dire comme un bien rival, mais à exclusion impossible, puisque la pollution liée aux déchets touche tout le monde, on ne peut pas exclure quelqu'un de la pollution sans distinction, alors c'est typiquement un problème qui entre dans les prérogatives de l'action publique et qui ne peut être laissé aux mains des acteurs privés. En résumé, la nature duale du déchet, à la fois rebut et ressource, renforce l'imbrication entre pratiques individuelles, des ménages, mais également des acteurs économiques ou industriels, et politiques publiques.